Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Basile Atanganakuna, ancien ministre de l'eau et de l'énergie et ex-directeur général de Camwater, va-t-il recouvrer la liberté dès demain 9 février 2021? Tous les indicateurs semblent militer en faveur d'une telle décision. Premièrement, la présidence a autorisé l'arrêt des poursuites contre l'ancien ministre incarcéré depuis mars 2018 dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier. Le 29 septembre 2019, Basile Atanganakuna avait signé un ordre de virement de 125 millions de francs CFA au profit de l'État du Cameroun depuis son compte BGFI Bank. L'ancien ministre avait en outre proposé de prélever 1,1 milliard de francs CFA dans son coffre-fort logé dans le même établissement. Deuxièmement, en juin 2020, une procédure similaire avait déjà conduit à l'arrêt des poursuites et au remboursement de la somme d'1,7 milliard de francs CFA, montant arrêté par le juge d'instruction dans le cadre de la deuxième affaire de détournement et de prise d'intérêt dans un acte dans laquelle Basile Atanganakuna était également impliqué. Troisièmement, enfin, l'ancien ministre avait été, on s'en souvient, condamné à 1 an de prison pour tentative d'immigration clandestine. Une peine qui est arrivée à son terme hier, 7 février 2021. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Opération Épervier, le cas à Tanganakuna. Pour en parler, nous avons invité en plateau ici des avocats et également du côté de l'Hexagone un autre avocat. Je commence par Barista Corentin Dungué. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Alain Autour. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Soir. Bonsoir à ce panel tellement chargé d'avocats ce soir. J'espère que nous allons de fond en comble voir cette immixtion, si on peut l'appeler ainsi, de l'exécutif dans le judiciaire. Je pense que Montesquieu doit à présent retourner au moins 12 fois dans sa tombe. Ok. Bonsoir, Maître Narcisse Commun. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir et singulièrement de votre émission. Je profite comme ça pour dire bonjour à tous mes amis de Cité Sicam qui nous regardent en ce moment. Ok. Bonsoir, Maître Moustapha Ngwana. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Même si vous adorez cette place-là, Maître Ngwana. Qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois, on va changer. Hein? C'est la presque qu'on va être dédié parce que ça veut dire vous voulez que je dois être à la sortie. Ok. Merci, Maître Moustapha Ngwana, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bon retour, hein, Maître Augustin Guevara. C'est Alain, mon fan club me demandait déjà, tu fais partie du RDPC, on t'a aussi licencié. J'ai dit non, je suis dans la case intermédiaire. Bonsoir à Bertrand Tagan, celui-là qui gère tout. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la grande chaîne de télévision. Bonsoir à tous ceux qui comprennent que l'essentiel passe par ici. Ce soir, je crois que nous serons à la hauteur pour faire comprendre aux Camerounais, aux dignes fils camerounais, comment les citoyens honnêtes peuvent retrouver leur liberté si jamais ils ont été pris dans les mailles de la justice qui est torturée par le pouvoir exécutif au Cameroun. Merci. Voilà, nous prenons la direction de Bordeaux en France où nous attend Maître Martin Longo. Bonsoir Maître Martin Longo. Bonsoir Monsieur Serge Alain Autour. Et bonsoir également à tous les copanélistes. Je vous remercie de m'inviter à nouveau dans cette émission.
nous dire, vous avez suivi d'entrée de jeu, Maître Corentin Dungwe a parlé de l'immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Est-ce que c'est votre avis pour ce cas Basile Atanganakuna? Alors, M. Serge Alain Autou, permettez-moi d'abord, dans mon propos d'ouverture, sans m'immiscer dans le choix, bien entendu, du sujet à débattre, je pense que nous avons eu, au mois de janvier dernier, plus précisément le 27 janvier, le rapport d'un cabinet d'audit ABCD Consulting concernant un appel de l'élan à la solidarité nationale. Et Dieu sait que cet élan a été tout à fait productif puisque les Camerounais ont contribué à plus d'1 million d'euros, c'est-à-dire 217 millions donc, de francs CFA, et que contre toute attente aujourd'hui, il me semblait que l'actualité judiciaire devait se focaliser sur les comptes que les Camerounais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, et les amis du Cameroun, attendent sur les réponses à apporter par l'initiateur de cette opération. Et je me souviens, si vous me permettez toujours, dans cette dynamique-là, vous aviez déjà fait notamment une émission il y a quelques mois sur... lorsque cette opération avait été lancée donc, par l'initiateur de ce projet, et j'avais dit sur ce plateau qu'il s'agissait à l'évidence d'une opération d'escroquerie en bande organisée, et j'assume mes propos. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du cabinet Ernest Moon. J'ai des amis qui dirigent ces cabinets en Europe, et croyez-moi que Attache a déjà été pris, parce que la vérité finira par éclater. Il va falloir qu'il y ait une verture d'une enquête judiciaire et que tous les Camerounais, aussi bien de l'étranger surtout, puisque on a bien vu le montage qui a été fait par l'initiateur de ce projet, puisque rien finalement n'est basé au Cameroun, donc de l'étranger, qu'il y ait des collectifs d'associations des Camerounais qui ont été dupés et qu'ils se constituent et que des plaintes soient déposées. Voilà, pour moi aujourd'hui, l'actualité vraiment doit porter sur ce sujet. Le cas de M. Basile Atanganakuna, aujourd'hui, pardonnez-moi, ce sujet-là ne me semble pas le sujet d'actualité. Le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est qu'on nous explique le trou de plus de 217 millions de francs CFA, presque 300 000 euros, qui ont disparu et qu'on se contente de nous dire qu'il y aurait effectivement pas la possibilité de justifier cet écart, et alors on va auditer l'audit. Tout cela n'est pas sérieux. Vous imaginez une seconde, si cela avait été de la part d'un membre de ce gouvernement, quel volet de critiques on aurait eu. Alors je crois que vous me pardonnerez, je tenais aujourd'hui à dire qu'il va falloir organiser un débat sur ce sujet-là, et je pense que mes confrères qui sont sur ce plateau, dont je connais pour certains la probité intellectuelle, admettront que nous avons besoin de savoir. Il est urgent et très urgent que le Cameroun et les Camerounais sachent la destination de ces fonds. J'ajoute pour terminer que quand on voit le montage qui a été fait, vous voyez qu'il n'y a aucune vérification qui permette d'appréhender à la fois ceux qui ont créé des plateformes, notamment pour appeler les Camerounais à contribuer, pour vérifier jusqu'au bout la destination des fonds. Il n'y a aucune structure équipée. Il suffit de regarder le site de Cameroun Survival. Vous verrez qu'à part les communications, notamment la communication de M. Kamto du mois d'avril 2020, vous allez la relire, où il indexe d'ailleurs le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Il n'y a rien, même pas aujourd'hui, en guide de transparence, la publication simplement de cette note de synthèse. Il n'y a rien. Je dis bien qu'il n'y a aucune procédure de structure formelle qui peut être mise en place qui pourrait permettre de vérifier la collecte de fonds. Aucun système sérieux de contrôle des cagnottes solidaires afin notamment, et je le dis, d'obtenir des pièces justificatives je crois que ça fait une semaine. De la réalité de l'objet des contributions. Maître Longon, je vous en prie. Nous avons une thématique qui est bien arrêtée ce soir. Je vous en prie. Lorsque nous allons parler de ce que vous évoquez, je vais vous inviter. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci. Bon, voilà. Barista Longo, Barista Dungwe, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'il y a eu émission du pouvoir exécutif dans le judiciaire? Quels sont les éléments que vous avez? Serge Alain, nous sommes dans un pays de droit. Et
la loi est claire en matière d'arrêt de poursuite. Il n'est nullement mentionné dans les textes qui régissent le tribunal criminel spécial qu'un membre de l'exécutif peut donner des injonctions à un président de juridiction. Cette correspondance qui nous a surpris au matin du 8 janvier du secrétaire général à la présidence de la République, intimant des ordres, en donnant des injonctions qui est l'arrêt de poursuite contre M. Atangana-Kuna, est pour nous une émission parce que l'article 129 du Code pénal camerounais est assez clair sur le sujet. Est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 mois à 5 ans, je peux me tromper. 6 mois et 5 ans. 6 mois et 5 ans. Le membre de l'exécutif qui donne des ordres au président de cour ou à des tribunaux. L'article 126, je crois. L'article 126 du Code pénal. Du Code pénal. 26. Alors, en prenant en compte ce texte, nous pouvons dire sans embâche qu'il s'agit là d'une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Et cela est d'autant plus vrai que nous nous posons la question de savoir pourquoi cet ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui était poursuivi, l'État a mis tant de moyens pour aller le chercher au Nigeria. Et aujourd'hui, ce même État met tant de moyens pour pouvoir l'aider à être libre. On se questionne parce que c'est une justice à double vitesse. On se souvient de Yves Michel Foto qui s'est battu en son temps pour restituer le corps du délit, mais on lui avait opposé une fin de non-recevoir. Je peux dire donc que c'est une forte émission parce que cette loi, cette façon de procéder protège les grands délinquants de la République parce que je me pose la question de savoir si le ministre qui a volé des milliards va restituer et être en liberté, qu'en est-il du voleur de poules du village? Quand il restitue, qu'est-ce qu'on fait de lui? Donc, je voudrais donc, à ce niveau, Serge Alain, avant de revenir, dire que ce tribunal criminel spécial peut être questionné à plusieurs niveaux. Peut-être nous aurons le temps de revenir après pour en parler. Voilà, Maître Narcisse Commun, le président, selon cette correspondance, demande au ministre, à travers le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui écrit au garde des Sceaux, demandant l'arrêt des poursuites pour Basile Atangana-Kuna et autres dans l'affaire qu'il pose ministère public Kamwata contre Basile Atangana-Kuna et autres, une décision prise par le chef de l'État. Pour vous, qu'est-ce qui peut se mettre en travers cette décision pour que cela n'aboutisse pas? Est-ce que cette décision du chef de l'État peut ne pas être exécutée? Merci Serge Alain. Ce que je dois dire, en fait, la question, il faut la poser autrement. Oui. Est-ce que cette correspondance est légale? Est-ce que dans un système démocratique comme le nôtre, il est normal qu'alors que des procédures particulières ne prévoient pas l'immixtion du président de la République, je ne dirais pas de l'exécutif, mais du président de la République, dans le déroulement des affaires judiciaires, que cela arrive? Voyez-vous, comme avocat, je ne m'absoudrais pas de me poser une kyrielle de questions. En même temps, il ne me gênerait pas de voir un individu, quelle que soit sa casquette politique ou bien quel que soit son rang social, être remis en liberté parce que nous nous battons tous les jours pour que les citoyens le soient. Mais simplement, je voudrais rappeler cette pensée d'Irine qui disait que la forme est la sœur jumelle de la liberté. Il faut respecter les formes.
La loi portant création du tribunal criminel spécial de 2011, modifiée en 2012, si mes souvenirs sont exacts, prévoit bel et bien, je crois, à son article 18, une possibilité d'arrêt des travaux, des poursuites en cas de restitution du délit. Et elle indique notamment que cet arrêt-là peut être fait à l'initiative du ministre de la Justice. Cette loi n'a pas prévu, je le pense bien, l'immixtion du président de la République dans le déroulement de la procédure judiciaire. Parce que ce qu'il faut dire, Serge Alain, c'est que les poursuites, pour que le citoyen lambda qui nous suit, les poursuites sont mises en mouvement par le ministère public à travers le parquet général du tribunal criminel spécial. Le tribunal criminel spécial, à travers son parquet général, a bien évidemment l'opportunité de poursuites. Ça veut dire qu'il peut les arrêter lorsque la loi est dans les formes que la loi a prévues. Or, en l'état, seul le ministre de la Justice peut décider de cet arrêt. Vous avez une lettre du 8 janvier, prétendument attribuée au président de la République, mais qui, à la vérité, est signée, si mes souvenirs sont exacts, du SGPR, qui instruit au ministre de la Justice de mettre fin aux poursuites initiées contre M. Atangana Kouna. Je pense qu'il s'agit d'une entorse au principe de légalité. Parce que nous sommes en matière de procédure, les lois de procédure, elles sont d'application stricte et elles ne souffrent pas de tempérament. Donc cette immixtion-là, comme l'a dit mon confrère Ndoumbi, elle est regrettable parce qu'il lui était plus facile de laisser le ministre de la Justice décider en temps opportun de l'arrêt des poursuites à la suite de la demande formulée par les conseils de M. Atangana Kouna, ce qui n'a pas été fait et ce qui soulève une fois de plus la question de la trop grande prégnance de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Donc, pour me résumer, Serge Alain, je dirais que dans un pays démocratique, on ne devrait pas vivre ce type d'errement, on ne devrait pas vivre ce type d'attaque aux libertés et aux règles fondamentales même qui gouvernent la procédure dans notre pays. Merci. Maître Gueffard, pour vous, la restitution du corps du délit vous pose-t-il un problème ou des problèmes? Serge Alain, avant de répondre à votre question, je vais d'abord faire une incursion sur les propos de mon distingué confrère Martin Longo depuis Paris. Voyez-vous, nous qui sommes restés au pays, nous écoutons les histoires du pays, nous écoutons la culture. Lorsque vous écoutez Talent de Marie, lorsqu'il dit « je vais à Yaoundé », Yaoundé c'est le rêve de ceux qui sont au village. Et si vous êtes à Douala, si vous parlez à Yaoundé, ceux qui sont à Paris, c'est le paradis. C'est-à-dire ceux-là sont supposés nous apporter des lumières. Alors, lorsque vous posez une question aussi simple que celle-là, à celui-là qui est censé nous éclairer, à cet intellectuel que le cardinal Toumi définit comme ce citoyen qui cherche la vérité pour éclairer la justice. Lorsque vous lui demandez est-ce que le document rédigé par les collaborateurs du président de la République fait entorse à la séparation des pouvoirs, vous recevez ce que nous appelons en bon juriste, en bon avocat, la plaidoirie de rupture. C'est-à-dire, vous savez qu'il a tué, tout le monde voit qu'il l'a tué, on vous pose la question, au lieu de dire moi aussi j'ai vu qu'il l'a tué, vous commencez à raconter les histoires d'Arachide, des chiens écrasés. Bon, voyez-vous, le confrère Martin Longo, il défend le parti, il ne veut pas éclairer le peuple. La chose est simple. Est-ce que M. Atangana Kouna Basile mérite l'arrêt des poursuites? La loi dit oui. Personne de nous ici ne peut dire non. Est-ce que la procédure empruntée pour arrêter les poursuites en ce qui le concerne sont des procédures légales? Le problème commence là. Le RDPC tord le cou à la loi. Le RDPC tue le pouvoir judiciaire, assassine le pouvoir judiciaire et installe le pouvoir exécutif à l'endroit. Alors, comme il croit que rien ne sera su, alors que dans les Saintes Écritures, il est écrit
plus rien ne sera caché, rien ne sera effectivement caché. La confidentialité a été révélée. Tout le monde a vu que sous le label du président de la République, ses collaborateurs torpillent la justice. La réalité, c'est que ces messieurs qui l'ont embrigadé, les collaborateurs du président de la République, je les accuse, qui ont embrigadé à Tanganakuna, ils se sont arrangés pour l'humilier, enfin lui demander de restituer de l'argent. Ça veut dire, de façon simple et simplifiée, le pouvoir judiciaire a disparu dans l'affaire. Le magistrat n'a aucun pouvoir. L'avocat à côté de M. Atanganakuna n'est qu'un faire-valoir. Tout dépend du bon vouloir des collaborateurs du président de la République. Parce que moi, je ne vois pas la signature du président de la République là. Même si on dit sur trait d'instruction, ce n'est pas lui. C'est ce petit cercle là qui l'embrigade et l'empêche de venir au stade célébrer avec nous. C'est ceux-là qui dénaturent les choses. Et à mon distingué confrère Martin Longo, prenez le courage de dire les choses aux Camerounais. Quand elles sont vertes, c'est vert, tout le monde le voit. Nous ne sommes plus myopes au Cameroun. D'ailleurs, le président de la République a dit Internet, c'est partout. Donc, ce que nous vivons à travers le cas à Tanganakuna, ce que nous plaidons, c'est que tous ceux qui sont placés dans les mêmes circonstances, qu'ils bénéficient et non à tête chercheuse de la liberté. Comment? La loi est claire. La loi dit que si tu détournes, si tu joues avec les biens publics et que le public découvre, alors on évalue, on t'impose, tu as le choix, soit de rester en prison, soit de restituer. Et dès que tu dois restituer, ça doit rester l'affaire de la justice et rien que du personnel de la justice. Tout autre pouvoir qui s'ébixe fait entorse à ce que nous recherchons, c'est-à-dire une démocratie en construction. C'est de ça qu'il est question. Voilà, Maître Moustapha Ngouana, le président de la République, on le sait, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, quand même. Absolument. Est-ce qu'il ne peut pas? Absolument. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il contrôle même le législatif, si vous voulez, puisque très souvent, la personne qui est choisie pour diriger le Parlement est très souvent le fruit de son bon vouloir. Même parfois pour aller au mondial, je le disais encore il y a 24 heures, il peut demander que vous fassiez voyager, que vous mettiez dans la liste un joueur qui n'était pas prévu. Donc c'est un président qui est omnipotent, il est atteint même du complexe de Dieu, j'ai envie de dire. Mais voyez-vous, je voulais faire cette citation que Narcisse a évoqué tout à l'heure de Yering qui disait « Ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Donc ça dit que pour éviter l'arbitraire, il faut que nous respections les formes. Le président de la République a certes des pouvoirs exceptionnels. On va dire qui peut le plus, peut le moins. Certainement c'est un argument qui pourrait être évoqué par ceux qui disent que c'est le président de la République qui aurait pris cette décision. Mais seulement, nous n'avons pas vu les signatures du président de la République. Et quand bien même ça aurait été le cas, la forme aurait toujours été violée. Parce que la personne, il s'agit des pouvoirs propres du ministre de la Justice. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est le pouvoir propre du ministre de la Justice. Donc ce ne sont pas des pouvoirs qu'il peut partager avec le président de la République. Donc l'indication confidentielle qui est mentionnée sur la correspondance laisse clairement transparaître la volonté de dissimuler quelque chose. Parce qu'au fond, je crois qu'ils sont très bien au courant de ce que ils sont en train d'outrepasser les pouvoirs qui sont les leurs et ils veulent l'entourer ça d'une certaine omerta. Donc ça dit que le secrétaire général adresse une correspondance au ministre de la Justice avec la conviction certaine que les choses vont être dissimulées et que le pot au rose ne va pas être révélé. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui nous avons des réseaux sociaux et je pense qu'il faut le dire. On dit quand le bon Dieu veut perdre un homme, il le rend fou. Et il n'est pas impossible que cela arrive également au gouvernement.
lorsque le gouvernement veut être perdu par le bon Dieu, parce que l'accumulation d'actes illégaux, ils finissent par poser des actes qui sont on ne peut plus graves pour le fonctionnement de la démocratie. Parce que voyez-vous, on dit, dans un État, il y a la séparation des pouvoirs. Chacun doit exécuter les missions qui sont siennes. Vous comprenez que nous avons en face de nous des personnes qui manipulent la justice à leur volonté. Vous souvenez-vous que pendant longtemps on a décrié la sincérité du TCS, sa volonté réelle de lutter contre la corruption. Et malheureusement, cette correspondance et cette situation nous amène à croire que nous sommes en plein dans une situation qui nous amène à renforcer cette opinion-là. Parce que il faut absolument, nous les juristes, on a l'habitude de dire la forme n'est rien, mais rien n'est sans la forme. Donc il faut entourer chaque situation de forme. Il faut que les principes qui gouvernent le fonctionnement de la machine judiciaire soient respectés à chaque fois. Parce que les anglo-saxons ont cette formule qu'ils aiment utiliser. Justice must not only be done, it must be seen to be done. On ne doit pas seulement rendre la justice, mais on doit avoir le sentiment que la justice a été rendue. Alors donc, pour qu'on ait le sentiment que la justice a été rendue, il faut que les principes, les règles qui gouvernent le fonctionnement de l'institution soient absolument respectés, soient absolument mis en perspective. Et malheureusement, dans la situation que nous sommes en train de décrire, ça n'a pas été le cas. Il faut qu'on le précise. Personne n'est contre la libération de M. Atanganakuna. Atanganakuna, c'est un citoyen camerounais qui a également droit à la liberté dans le cadre du respect des lois. Et il faut donc que les lois soient respectées et qu'on n'ait pas le sentiment que le ministre de la Justice, dans le fonctionnement de son ministère, est presque un faire-valoir. Parce que c'est le sentiment qu'on a, que le ministre de la Justice est un faire-valoir. Parce que le secrétaire général peut lui intimer des ordres pour qu'il pose les actes qui relèvent de sa fonction. Encore que le secrétaire d'État et le secrétaire général à la présidence et le ministre d'État comme lui. Donc on ne peut pas me dire qu'il y aurait une espèce de hiérarchie entre les deux pour que l'un puisse donner les ordres à l'autre. Donc c'est une situation déplorable et que nous décrions et qui finit même par d'éteindre de manière générale sur le fonctionnement de la justice au quotidien. Nous étions ici il y a environ 2 mois, lorsque nous décrions la situation de nos confrères qui avaient été abusivement embastillés, parce que dans l'ombre il y a des personnes de mauvaise foi qui ont de mauvais rapports avec la justice, qui pensent qu'ils peuvent faire bon marché des règles qui permettent au pays de fonctionner, et donc ils manipulent comme ils veulent, ils décident de qui on arrête, de qui on relâche. Ce que vous savez, c'est que la loi doit être générale et impersonnelle. Donc dans son application, on ne doit pas le sentiment qu'elle est à tête chercheuse. Mais malheureusement, il n'y a pas de lisibilité réelle dans la mise en œuvre du processus de restitution. Parce que ce sera peut-être répétitif, mais tout à l'heure, vous évoquez le cas de Yves Michel Fosso, oui, et qui a manifesté la volonté de pouvoir restituer le corps du délit, mais la pêche qu'il a tendue, il n'a pas eu de retour à la pêche qu'il a tendue. Et donc, à une situation comme celle-là, vous doutez donc de l'institution judiciaire, parce que la justice doit être la même pour tous. Et elle est symbolisée par une dame qu'on appelle Thémis. Elle a les yeux bandés, elle tient entre les mains un glaive. Donc pour frapper, elle ne regarde pas qui est devant elle. Donc c'est pourquoi ça dit que ce bandeau-là, c'est un signe de la neutralité et de l'impartialité. Et malheureusement, dans des situations comme celle que nous vivons, on se rend compte que la neutralité et l'impartialité font malheureusement défaut à l'institution judiciaire. C'est mon premier pavé. Voilà, on va donc lire le fameux article 18 pour article 18 de la loi numéro 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial. Article 18 donc, alinéa 1, en cas de restitution du corps du délit, le procureur général près le tribunal peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la justice, arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement. Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond de la juridiction, et la juridiction saisie prononce les déchéances de l'article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. Maître Narcisse Ekomer, dans cette correspondance,
interviennent le président de la République, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Nulle part, on ne parle du procureur général près du tribunal dans cette correspondance confidentielle. Oui. Comme a dit Maître Moustapha Ngouana, comment peut se sentir le ministre de la Justice à partir de cette note confidentielle? Serge Alain, lorsque le législateur prend un test, il ne faut parfois questionner pourquoi. Lorsque vous lisez l'article 18, dont vous venez de nous révéler le contenu, le législateur précise bel et bien que l'instruction donnée au procureur général par le ministre de la Justice est écrite. Parce que la justice est rendue à la lumière. Pourquoi elle est écrite? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des situations comme celle-ci où on discrimine parmi les citoyens qui est le bon client pour la liberté et qui est le mauvais et qui doit rester au bail. C'est pour cette raison que la justice, qui se veut une institution crédible, que le législateur a voulu qu'elle soit entourée d'un minimum ou d'un maximum de lumière. Or, à quoi on assiste aujourd'hui? Vous avez une note qui se veut confidentielle, qui n'est pas un acte de procédure. Parce que la correspondance que le ministre prend, donnant instruction au procureur général près le tribunal criminel spécial de procéder à l'arrêt des poursuites contre un accusé ou un inculpé, selon la phase juridictionnelle où on se trouve, peut être qualifié d'un acte de procédure parce que la loi, effectivement, l'a prévu. La correspondance, qui n'est pas celle du président, il faut le préciser, elle n'est pas celle du président. Parce que je doute fort que le président que nous connaissons tous légaliste, même si Moustapha lui a prêté des dons d'un Dieu, parce que parfois il est un peu partout, ou on a l'impression qu'il est un peu partout, parce qu'il y a cette expression qu'on utilise chez nous, sur très haute instruction. C'est devenu un fourre-tout. Chacun écrit ce qu'il veut, donne les instructions qui lui conviennent. Le président est-il au courant? Vous et moi, nous ne le saurons jamais. Et puis, peu à peu, on va vers la dérive. Au point où on a l'impression qu'alors même qu'on est membre du pouvoir exécutif, on peut commencer à prendre des décisions qui engagent des individus sur le plan de leur liberté. C'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. On est dans une espèce de dérapage de nos autorités publiques qui ont un tout petit peu trop de pouvoir. Et là, je rejoins Moustapha parce qu'à la vérité, le capitaine du navire l'a abandonné. On ne l'entend pas. On ne sait pas le plus souvent où il se trouve, au moins avec la pandémie. On l'entend à travers le secrétaire général. La pandémie que nous vivons, les cartes ont été redistribuées, tout le monde est tenu de rester au Cameroun, ce qui est positif aussi. On l'entend à travers le secrétaire général. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez la preuve que c'est une instruction du secrétaire général? De toute évidence, la loi n'a pas prévu l'immixtion du président dans la conduite des affaires concernant le tribunal criminel spécial. Le président a un pouvoir, c'est le droit de grâce. Lorsque vous êtes condamné définitivement, il peut vous gracier. La Constitution l'a prévu, mais en dehors de cette hypothèse, il ne peut pas. Il ne faut pas qu'on confonde, Serge Alain, le fait que la Constitution reconnaisse au président, le qualifie comme garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça ne fait pas de lui un magistrat ou alors le patron des magistrats. Non, parce que c'est la première personnalité de la République. Il a ce devoir moral de veiller à ce que l'institution judiciaire fonctionne de manière impartiale, équitable et égalitaire. C'est son devoir, mais il n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans une compétence expressément attribuée à une autorité précise. Et en l'état, s'agissant du TCS, seul le ministre de la Justice, parce que la loi l'a prévu, peut ordonner l'arrêt des poursuites en donnant des instructions au parquet général.
Voilà, Barista Ndoungé, pour vous, on peut dire que vous avez suivi tout à l'heure le développement de Maître Moustapha Ngwana. Est-ce qu'on peut dire que Basila Tanganakuna est un privilégié à côté des autres? Il faut quand même rappeler aussi que Amanadama a bénéficié, elle a restitué et elle a pu recouvrer la liberté. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Serge Alain, je peux affirmer que c'est injusticiable, pas comme les autres. Parce que quand on fait un flashback, on regarde les moyens de l'État qui ont été mis pour l'arrêter au niveau du Nigeria. Oui. Et l'aide que l'exécutif est en train de lui apporter aujourd'hui, on est en droit de dire que c'est injusticiable, pas comme les autres. Mais je voudrais préciser, comme l'ont dit mes estimés confrères, c'est légal. La loi a prévu qu'en cas de restitution du corps du délit, l'arrêt des poursuites peut être ordonné. Mais sauf que la justice camerounaise est en train de trébucher. On a coutume de dire raide comme la justice. Est-ce que notre justice a tellement bu qu'elle n'est plus équilibrée? Ça, c'est la question qu'on se pose. Même ce pouvoir que le législateur camerounais a donné au ministre de la Justice et a questionné. Pourquoi? Parce que quand le procureur général près le tribunal criminel spécial fait la proposition, est-ce que le ministre est tenu de répondre favorablement? Si oui, dans quel espace de temps est-il tenu de répondre? Est-ce que la décision même du ministre de la Justice est susceptible de recours? Si oui, devant qui? C'est des questions qu'on est en droit de se poser pour faire comprendre qu'il y a un risque criard d'arbitraire dans cette loi. Et si nous poussons même la réflexion plus loin, on se pose la question de savoir que fait le ministre de la Justice dans le judiciaire. Pourquoi ne pas laisser la latitude au procureur général près le tribunal criminel spécial, qui est un magistrat, prendre des initiatives? Et ça va mettre en valeur le principe dont Montesquieu était tant soucieux, la séparation des pouvoirs. Donc ce texte est à questionner et j'espère que nos brillants députés sont en train de nous écouter et que d'une façon ou d'une autre, ils vont essayer de revoir pour que le citoyen lambda soit protégé par les lois camerounaises et que nous ne nous retrouvons pas toujours face à ces textes de loi qui protègent les grands bandits de la République en sacrifiant les simples justiciables dans leur hôtel. Voilà, Maître Gefax, voilà, on va revenir, hein, c'est promis. Parce qu'il est bientôt 20h, il est là, Cédric Nouffelet. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous irons à Garoua-Boulaye, à la frontière entre le Cameroun et la RCA, pour une série de grands reportages. Première escale, c'est chez les transporteurs. Cela fait déjà 2 mois que plus de 800 camions sont bloqués là-bas du fait de l'insécurité en Centrafrique. Les conséquences économiques et sociales sont importantes. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également de l'insécurité à Mokolo, à l'extrême nord du Cameroun. Les populations s'interrogent sur l'attitude des autorités administratives face à la recrudescence des agressions à ciel ouvert. Nous parlerons ce soir du recrutement de 3000 instituteurs au sein de l'éducation de base. C'est un programme gouvernemental avec l'appui de la Banque mondiale. Seulement, dans le littoral, déjà 2000 dossiers de candidature ont été enregistrés alors qu'il faut 3000 sur l'ensemble du territoire national. Cela démontre la précarité des instituteurs. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Qui était Cheikh Anta Diop?
En ce jour où l'Afrique commémore sa disparition, nous reviendrons sur la pensée de ce célèbre écrivain, anthropologue et homme de culture. Nous reviendrons sur ses travaux scientifiques pour démontrer comment la civilisation noire a influencé le monde. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, justement, dans une trentaine de minutes, nous allons continuer Equinox Soir sur ce plateau. Ce sera le temps du débrief. Tour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Maître Narcisse Ekomen, avocat au barreau du Cameroun, Maître Moustapha Ngwana, avocat au barreau du Cameroun, Maître Corentin Dungué, avocat au barreau du Cameroun et également le barreau de Gambie. Et à ma gauche, directement, Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun. Maître Augustin Gueffak, ces chiffres, déjà 3000, Cédric disait que ça c'était le décompte de vendredi, hein. Donc lundi, ils sont déjà 3000. Serge Alain, je vais faire un peu ça comme... traduit quoi pour vous, cette ruée là? Je vais faire un peu comme notre confrère Martin Longo. 3000 c'est normal, il y aura 3000 Camerounais qui vont trouver du travail, c'est sûr, ce sera un problème de chance. Revenons donc à cette chance, revenons au thème de la soirée, parce que c'est celui-là qui est grave, c'est celui-là qui est sérieux et celui le plus dangereux. Parce que vous voyez la correspondance qui se balade venant de la permettez d'abord. On parle. Il était contaminé par Longo. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure. C'est que vous n'avez pas assez parlé lors de la première partie. Bon, Maître Narcisse, c'est comment sur ces 2000 déjà qui frappent à la porte pour 3000 places pour l'ensemble du territoire? Oui, ça traduit quoi pour vous? À la vérité, cette course effrénée des jeunes vers la fonction publique, s'agissant notamment des instituteurs, traduit tout simplement la précarité dans laquelle la jeunesse est installée aujourd'hui dans ce pays. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas une véritable politique gouvernementale susceptible de générer des emplois. Le tissu industriel est presque mort. Le seul moyen aujourd'hui pour survivre, c'est courir vers un matricule de fonctionnaires. Or, je voudrais rappeler que ce n'est pas avec les fonctionnaires qu'on développe une république, c'est en structurant une économie, en développant des industries de transformation. Or, aujourd'hui, on en est loin parce que, vous savez, il y a une clique de personnes qui s'en mettent plein les poches au détriment de notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'on peut vivre des situations comme celle-là, sur 3000 places seulement pour le littoral, encore que le dépôt des dossiers n'a pas encore connu sa date limite. On aura peut-être 10 000... seulement pour le littoral. 10 000 impétrants et seulement pour le littoral. Je pense que les personnes qui sont en charge de la gestion de la jeunesse devraient se poser des questions, essayer d'apporter des réponses, c'est ce qu'on attend d'elle, et non des petits arrangements entre copains, comme cela semble devenir la règle. Ok. Maître Moustapha Ngwana, sur cette situation. C'est une situation qui est déplorable et qui en réalité ne s'explique pas. Si nous sommes un pays sous-développé, c'est également en lien avec la déficience sur le plan éducationnel. Il y a de nombreuses régions, et particulièrement rurales, du septentrion, de l'Est Cameroun, qui ont cruellement besoin d'enseignants. Donc en réalité, l'un des secteurs dans lequel l'État devrait investir en masse, c'est le secteur de l'éducation. Parce que ce n'est qu'à travers l'éducation qu'on peut former le citoyen, qu'on peut permettre à la société de véritablement avoir les individus qui peuvent impulser son développement. Parce que malheureusement, on se rend compte de ce que ce n'est pas le cas. Or, vous voyez, il y a des images, on ne peut plus tièdes, qui sont présentées très souvent dans des régions septentrionales et de beaucoup d'autres régions du Cameroun où les enfants veulent aller à l'école, mais n'ont pas d'infrastructure et n'ont pas d'enseignants, ou parfois on a un seul enseignant pour toute une école. C'est le cas dans plusieurs localités dans le Grand Nord. Donc je pense que l'État, sur ce point-là, devrait trouver des modalités permettant un plus grand recrutement d'enseignants, parce que ce n'est que par l'éducation
que des fléaux comme Boko Haram pourront être véritablement éradiqués. Parce que lorsqu'on est un citoyen qui est bien formé, qui est bien éduqué, il est à même d'avoir conscience des devoirs qui sont les siens et de pouvoir être véritablement engagé pour la République. Et malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Et vous voyez qu'il y a des personnes qui ont été formées et qui ne demandent qu'à transmettre ce savoir qu'ils ont acquis pour les plus jeunes qui en ont besoin, pour que nous puissions ensemble atteindre cette affaire qu'on appelle l'émergence en 2035, qui est malheureusement une arlésienne parce qu'on en parle, mais tous les ingrédients nous demandent que d'ici à 2035, on n'aura pas vu le bout du tunnel. D'accord. Okay. Maître Ndongué, pour vous, des jeunes qui se bousculent au niveau de la région du littoral seulement, plus de 2000. Oui, effectivement, Serge Alain. Mon inquiétude se situe surtout au niveau où c'est un fonds de commerce qu'on va donner à un certain nombre de Camerounais qui ne se soucient pas vraiment du devenir de ce pays. Parce que quand les dossiers de candidature seront déposés, les choses vont se jouer dans des coulisses. Et les plus méritants ne seront pas d'ailleurs retenus. Nous savons tous comment ça se passe dans ce pays. Et maintenant, on se pose la question de savoir si on prend des médiocres pour former des Camerounais. Quel genre de Camerounais nous voulons former demain? Ce taux pléthorique se justifie par la précarité dans laquelle nous vivons au Cameroun, et presque tous les secteurs de ce pays vivent la même situation. Qu'il s'agit de l'enseignement, de la médecine, presque tous les secteurs. Donc j'espère que les pouvoirs publics, l'État est en train de voir tout ce qui se passe et qu'ils vont prendre des dispositions pour que dans les jours à venir, que le recrutement se fasse de plus en plus pour donner la chance aux jeunes Camerounais qui n'ont besoin que de l'éducation. Voilà, on y revient donc. Maître Ngefak, est-ce que le cas Basila Tanganakuna peut faire tache d'huile? On sait qu'il y a beaucoup de prisonniers par rapport à cette opération épervier qui, on suppose, veulent aussi restituer le corps du délit. Est-ce que après le cas Tanganakuna, on pourrait assister à d'autres des cas comme celui d'Atanganakuna? Serge Alain, j'étais disant que la situation d'Atanganakuna ne me pose aucun problème. C'est la pression qui s'exerce sur le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est elle qui a proscrit. C'est elle qu'il faut décrier. C'est elle l'événement. Je crois qu'il n'y aura pas. Figurez-vous, Serge Alain, la loi fondamentale du Cameroun s'appelle la Constitution. Oui. Et dans la Constitution, il y a un chapitre dont le titre s'appelle « Des atteintes à la Constitution ». Dans une section, il y a une section intitulée « De l'exécutif sur le judiciaire ». L'Assemblée nationale dit formellement qu'il est strictement interdit à un fonctionnaire du pouvoir exécutif, qui qu'il soit, de faire pression sur un fonctionnaire de la justice. C'est clair. Ce code pénal, disais-je, à l'article 126, qui renvoie à l'article 126, réprime les pressions, l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Nous sommes dans ce cas. Le secrétaire général, ministre d'État, qui dit au ministre de la Justice, ministre d'État, arrêtez les poursuites et vous me rendez compte. Le président de la République appelle cela les pressions. Quelqu'un d'autre dirait, c'est Bastille qu'il faut prendre. Ces pressions-là sont interdites, hautement interdites, et c'est ce qui tue ce pays. Ce sont ces pressions-là qui sont à l'origine de tous les désordres, de tout ce qui provoque les colères. Voyez-vous, si vous venez de présenter l'image
de 2000 Camerounais qui se bousculent rien que à Douala, parce qu'il faut le dire, nous sommes seulement à Douala, on est à presque 2000. Je suppose que les 3000 places ne sont pas encore vendues. Voilà. Je suppose. Donc ce qui fait que, en réalité, les timbres qu'on collecte là, c'est 2 fois la colère qu'on additionne. C'est-à-dire ils vont échouer, ensuite on les fait dépenser, sachant qu'on a déjà vendu les 3000 places programmées. C'est ce qu'il faut décrire. C'est la même chose. Ces pressions, nous disons, le cas à Tangana, Kuna, en lui-même, ne fait aucun problème. Parce que la loi est claire. Il faut juste l'appliquer. Celui qui mérite, celui qui dit je rembourse, qui n'a pas dilapidé le fruit détourné, il rembourse tel que la loi a prévu. En respectant la loi, on le laisse dehors. Mais s'il faut utiliser les pressions, parce que voyez-vous, inversons un peu les dons. Pourquoi c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui fait pression? Et sur instruction. Ce qui veut dire que celui qui a qualité, celui qui a habilité, il résiste. Ça veut dire que le procureur général du TCS, il réfléchit. Le président du TCS, il réfléchit. Le ministre de la Justice, il réfléchit. Alors, il y a quelque chose qui tourne, qui ne va pas. Et alors, pour contourner, on utilise le grand marteau. C'est cette pression qu'il faut décrire. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait problème dans le dossier de M. Atangana Kuna que le procureur général du TCS ne peut pas régler d'un tour de bras, que le président de ce tribunal ne peut pas régler d'un tour de bras, que le ministre de la Justice ne peut pas régler? Pourquoi il faut importer cette tricherie? Moi j'appelle ça la tricherie gouvernementale. Pourquoi il faut importer cette tricherie pour faire de cet honnête citoyen qui sera libéré demain le 9 un cas typique? Non. Pourquoi vouloir à tout prix le salir? Parce qu'en réalité... Un honnête citoyen. Mais... Ok. Quand il a remboursé, il devient un honnête citoyen. Je ne savais pas. C'est un repentir passif, maître Ngefak. On ne peut pas ce qu'on a volé. La loi absout ce monsieur. Et ça ne veut pas dire... Qui suis-je? Ça veut dire qu'il n'était pas délinquant. Il ne cesse pas d'être délinquant, maître Ngefak. Ne revenez pas sur... D'ailleurs, que l'article 30... Que celui qui n'a jamais volé lève le doigt. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Okay. L'article 30 doit être appliqué. Pour l'heure, nous disons, j'ai dit, l'empiètement du législatif, de l'exécutif sur le judiciaire m'énerve. Ça provoque donc la faiblesse du pouvoir judiciaire, pour ne pas dire la disparition du pouvoir judiciaire. Ça m'humilie, moi, l'avocat. Parce que dites-vous, si vous êtes l'avocat de M. Atangana Kuna, en vertu de quoi va vous donner les honoraires? Alors qu'il sait qu'il a le grand pouvoir à la présidence de la République, il doit le libérer quand il veut et comme il veut. Vous ne servez plus à rien. Mon métier, il souffre. Autant le magistrat est humilié. Parce que les gens ont torturé la loi, les gens ont marché sur la loi et on va vouloir habiller. Non, c'est ce qui m'énerve. Donc, Maître Moustapha, voilà, sur cette situation. Bon, moi, je ne vois pas exactement. Bon, je ne vais pas dire que je ne vois pas les choses exactement de la même manière. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il s'agit d'un citoyen. Le fait de restituer ne fait pas de lui un merle blanc. Il reste une personne qui a commis une infraction. Parce qu'il y a les déchéances de l'article 30 du Code pénal qui peuvent être prononcées contre sa personne. Qui doivent même être prononcées contre sa personne. Donc en réalité, ce n'est pas une absolution. Pour les gens qui nous regardent, vous pouvez nous dire à quoi ça renvoie rapidement, l'article 30? L'article 30 renvoie aux déchéances. Il peut être déchu de ses droits civils et politiques. Il ne peut pas se présenter à une élection. Il peut être tuteur. Il peut être tuteur ou administrateur par exemple d'une entreprise, tout ça là. Donc il y a des droits qu'il va forcément perdre. Donc ça veut dire que ce n'est pas un merle blanc, c'est pas un citoyen qui est devenu neuf. À dire que la justice reconnaît bel et bien qu'il a commis un forfait. Lui-même il reconnaît qu'il a commis le forfait, il restitue.
mais seulement on lui accorde le pardon. Ouais. On lui accorde le pardon, c'est dans ces circonstances-là que M. Atangana-Kuna peut en bénéficier. Mais il ne faut pas dire de lui qu'il est devenu un merle blanc, ce n'est pas un ange. Il a été un contenteur des caisses de la République, donc il faut la société estime, d'après notre organisation judiciaire, d'après notre arsenal législatif, qu'il peut recouvrer la liberté dans ces circonstances. Ce que nous décrions et que nous continuons à décrier, c'est que il ne faut pas que ce soit une initiative à tête chercheuse. Voilà. C'est ça ma question. Est-ce qu'après ça, on pourrait s'attendre il ne faut pas que ce soit une initiative. Il ne faut pas que ce soit une initiative à tête chercheuse. Il faudrait que toutes les personnes qui ont manifesté la volonté de pouvoir rembourser puissent également bénéficier des mêmes conditions. Peut-être que c'est le cas le plus connu, celui de Yves Michel Fosso, oui. Mais j'imagine que le refus qu'on lui a opposé a certainement amené d'autres victimes, d'autres acteurs de l'opération Épervier, d'autres accusés dans le cadre de l'opération Épervier, à ne pas manifester la volonté de rembourser. Ce qui, vous savez, il n'est pas bon que la loi crée des particularismes à tous les coups. Il faut qu'elle reste générale et impersonnelle, que toutes les personnes qui réunissent les mêmes conditions puissent bénéficier des mêmes avantages de la loi. Et ça, c'est ce qu'on appelle également l'équité. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous remplissons les mêmes conditions, il faudrait que les mêmes avantages puissent nous être accordés. Donc, si on continue dans cette espèce de justice complètement, de balance complètement déséquilibrée, où pour certains, on prend une solution et pour d'autres, on prend une solution contraire, je crois que ça ne renvoie pas à une très belle image de notre justice et ça décrédibilise davantage l'opération dite Épervier. Parce qu'il faudrait qu'à terme, qu'on puisse nous faire le bilan de ce qui a été recouvré. Parce que les Atangana-Kuna, vous imaginez tout ce que l'État a déployé comme moyen pour aller le chercher au Nigeria et tout. Il faudrait maintenant qu'à la fin, pour nous fassions le bilan, qu'on puisse comprendre même ce vers quoi nous tournons. Parce que malheureusement, beaucoup de citoyens ont le sentiment qu'il s'agit d'une opération qui a pour but de régler les comptes. Donc ceux qui n'ont pas trop léonier du côté du pouvoir peuvent bénéficier de certaines largesses qu'on n'accorde pas aux autres. Et c'est là où ça devient dangereux pour la République que les autorités judiciaires, que les magistrats participent à ce jeu malsain. Donc il faudrait que chacun ait ses pouvoirs. Et je précise que les pouvoirs qui sont indiqués dans la loi de 2011 modifiée en 2012 sont des pouvoirs propres au ministre de la Justice. Donc quelqu'un ne peut pas se substituer à lui. Le président ne peut pas se substituer au ministre de la Justice pour pouvoir exercer ces prérogatives-là. Et dans la plupart des organisations judiciaires dans le monde, le ministre de la Justice est celui qui est au-dessus du parquet. Donc au-dessus du parquet, c'est lui qui doit prendre ce type d'initiative-là. Il faudrait qu'on laisse chacun faire la tâche qui est sienne. Ok. Barista Ndungue, pour cette situation, vous pensez, je pose toujours la question, est-ce qu'après Basile Atangana-Kuna, votre souhait, c'est que d'autres personnes prises dans le cadre de cette opération Épervier puissent bénéficier aussi des mêmes faveurs, on va le dire comme ça? Oui, Serge Alain, le bon sens voudrait que, au sortir de cette situation, que tous ceux qui sont dans les mêmes conditions puissent bénéficier de l'arrêt des poursuites. Mais connaissant le pays dans lequel nous nous retrouvons, ça sera très très difficile. C'est la justice de 2 poids 2 mesures que nous décrions, parce qu'on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. On est là parce qu'il y a des situations sur lesquelles on devrait s'arrêter à un moment donné pour s'interroger. Et on s'interroge. Nous n'avons pas de problème particulier avec la libération de Atangana-Kuna en tant que citoyen camerounais. C'est la loi. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, mais c'est la loi. Chaque citoyen doit en profiter. Maintenant, je peux, avec votre permission, questionner même ce tribunal criminel spécial. La loi de 2011 modifiée en 2012 qui le crée, parce que à l'article 10 alinéa 3, on vous dit que le nombre de témoins pour prouver un fait peut être arbitrairement
limité par le président de la collégialité. C'est pas normal, Serge Alain, ça donne lieu à de l'arbitraire parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des témoins qui peuvent, à un moment donné, vous apporter un soutien, prouver un certain fait et le président du tribunal vous dit non, je limite les témoins à 2 ou 3. Fixer le nombre de témoins à citer pour chaque partie opposée. Voilà, ça c'est des questions qu'on se pose et c'est des choses à revoir dans la loi qui régit ce tribunal. Il en est de même pour l'article 11, alinéa 2 et 3, qui donne la possibilité du pouvoir en cassation. Mais seul le pouvoir du ministère public peut donner voix à un recours sur l'affaire, sur les faits et le droit. Sur les faits et le droit. Et le pouvoir de l'accusé, relaxé ou acquitté, Serge Alain, ne peut que porter sur une violation de la loi. Voilà tant de choses que nous devons décrire et nous prions vraiment que nos députés, qui ne soient pas toujours là quand il faut faire de nous du bétail électoral, qu'ils soient là également quand le citoyen lambda a besoin d'eux. Donc, je peux aussi me questionner parce que nous sommes à l'heure de la décentralisation. Il est bien vrai, la compétence matérielle du tribunal criminel spécial nous dit des personnes poursuivies pour des deniers publics chiffrés à plus de 50 millions. Oui. Maintenant, nous sommes à l'heure de la décentralisation. Le maire de Fotokol, qui va se trouver par exemple mêlé à une affaire au-delà de 50 millions, on va le déporter à Yaoundé. Pourquoi ne pas donner la possibilité, en rapprochant la justice du justiciable, que si une personne est poursuivie pour un détournement de deniers publics au-delà de 50 millions, qu'il soit jugé dans sa localité, que de le déporter à Yaoundé, il va payer des honoraires aux avocats, il a trop de charges. Donc c'est autant de choses qu'il faut revoir dans ce texte de loi. Voilà, Maître Commun. Oui, Serge Alain, je suis heureux du regard prospectif de mon confrère. Mais je pense que depuis 2012, date de la dernière révision de la loi de 2011, il y a eu beaucoup de critiques. Je pense qu'il est temps d'abandonner un peu le procès qu'on a fait au TCS et d'avancer. Et pour le faire, il est bon qu'on insiste sur la question qu'on débat aujourd'hui, cette immixtion permanente du pouvoir exécutif sur le domaine réservé aux judiciaires. Je voudrais préciser, pour rejoindre Maître Ngwana, que pratiquement dans toutes les républiques, le parquet est chapeauté par le ministre de la Justice. Je voudrais aussi relever qu'il ne faut pas occulter que la transaction pénale est une procédure dont nous devons de plus en plus nous approprier. Parce que nous ne gagnons rien à embastiller des citoyens avec les prisons qui sont pleines. Et Dieu seul sait que celle de Douala aujourd'hui est surpeuplée. Nous ne gagnons rien. On a parlé de peines alternatives. Oui, il y a des mécanismes comme ceux-là qui permettent au parquet, il faut bien le préciser, pour ceux de nos téléspectateurs qui nous suivent, le parquet c'est le procureur de la République. Vous avez un procureur général qui a à sa tête un ministre de la Justice à qui il rend compte, peut négocier dans la phase des poursuites des conditions de libération de certaines personnes qui sont accusées ou prévenues selon la juridiction, le type de juridiction selon lequel on se trouve. C'est prévu par la loi, c'est des choses qu'il faut encourager. Mais simplement, il faut respecter les formes. Aujourd'hui, on se rend compte que les formes ne sont pas respectées. Mais la correspondance qui va de la présidence de la République ou du secrétariat général et qui est adressée au ministre de la Justice elle va plus loin même que la demande d'arrêt des poursuites. Elle organise presque cet arrêt de poursuite parce que je l'ai parcouru tout à l'heure. Injonction est donnée, parce qu'en réalité c'est une injonction, parce que c'est le langage administratif, il est simplement châtié, mais c'est une injonction. Demande au ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, de prendre attache avec le ministre des Finances pour organiser les conditions de remboursement à partir des comptes de M. Atanganakuna qui sont cantonnés. Et pour que les gens nous comprennent qu'ils sont en réalité scellés. Et j'ai entendu dire
qu'une partie des sommes qui devaient être remboursées sont logées dans un coffre-fort. Oui. Alors, 1 milliard. comment le secrétaire général de la présidence de la République a pu avoir ces informations? Cela veut dire qu'il a accès au dossier de procédure, et s'il y a accès, ça pose un problème, puisque la procédure est pendante. C'est problématique, il faut le dénoncer. Je voudrais rebondir sur un autre point qui concernait, si mes souvenirs sont exacts, je pense que je ne l'ai pas noté, mais j'y reviendrai. Ouais. Je poursuis pour dire que aujourd'hui, il faut avoir un regard prospectif. La loi sur le TCS a été modifiée parce qu'un certain nombre de critiques ont été apportées par les praticiens. Il est question qu'elle soit modifiée davantage, mais quelle que soit la qualité des lois que vous avez, si vous n'avez pas des hommes de qualité sur le plan moral et éthique, elles ne servent à rien. Parce qu'il y a de très belles lois dans ce pays, mais ce sont ceux qui ont la charge de les appliquer qui posent réellement le problème. Okay. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, maître Ngefal. Merci. C'est Alain, je dis un bonsoir particulier à tous ceux qui nous ont réclamé depuis décembre. Nous sommes de retour. Oui. On fera avec. Ok. Merci, maître Moustapha Ngwana. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Oui. Vous savez, Maître Ngefal apparemment est très désiré. Il est très désiré, donc voilà. Merci, barista Ndoumbé. Merci Serge Alain, merci aux milliers de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Maître Commun, merci. Oui, merci Serge Alain. Vous avez retrouvé, pas encore? Oui, je me suis retrouvé, mais on en discutera en off. Je profite comme ça pour dire bonsoir à mes frères de Bakwat. Vous savez où Bakwat se trouve? Non. C'est le plus beau village du Cameroun. Ok. Nous sommes dans le Mongo, là. Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première édition Equinox Soir de la semaine. Rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Bakwat.